Chaque jour qui passe rend ce silence de moins en moins supportable. Un silence de moins en moins supportable. C'était le 10 mars dernier, place du Trocadéro à Paris. Première grande manifestation de soutien pour les 2 journalistes de France 3 retenus en otage en Afghanistan depuis 3 mois. On sait qu'ils ont été kidnappés sur une route de la province de Kapisa. Par qui? Pourquoi? Peu de réponses, pas de revendications. Seule certitude, ils sont en vie. On ne connaît d'eux que leurs prénoms, Hervé et Stéphane. Et là aussi, c'est une première, on ne médiatise pas. Des otages presque virtuels, une volonté politique pour éviter de faire monter les enchères pour une éventuelle rançon. Une consigne largement suivie par les médias. Seulement voilà, le 21 février dernier, le chef d'état-major des armées s'exprime, lâche un chiffre et crée la polémique. Dans ce genre d'opération, moins on en parle, mieux c'est. J'ajoute d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà dépensé plus de 10 millions d'euros pour s'occuper de cette affaire. Claude Guéant va lui encore plus loin, relaie les propos du président et fustige l'inconscience des journalistes. Nicolas Sarkozy, à plusieurs reprises, a dit que cette imprudence était vraiment coupable, parce qu'ils avaient été très clairement mis en garde, il leur avait été très clairement demandé de ne pas s'aventurer ainsi, parce qu'il y avait risque. Quand le gouvernement a expliqué à la presse qu'il valait mieux ne pas parler de nos 2 confrères, on a trouvé ça tout à fait normal, dès lors qu'il s'agissait de concourir à tout faire pour qu'ils sortent de façon la plus sûre possible. Ce qui est étonnant maintenant, c'est que ceux qui demandent les consignes de silence sont les premiers à les briser. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dénoncer cette non-médiatisation. Philippe Rochaud, grand reporter à France 2, ex-otage au Liban, s'interroge et s'insurge contre un procédé qu'il ne comprend pas. Je pense qu'un otage, il doit aussi exister, on doit connaître sa personnalité, parce que aussi il faut que le gouvernement il ait le soutien de l'opinion pour libérer ses otages, quoi. Qu'on fasse silence 15 jours, 3 semaines, là ça va faire 3 mois, donc je trouve ça énorme, quoi. Et je suis même étonné, je crois que c'est la première fois dans l'histoire des prises d'otages en France qu'on ne dit pas le nom des otages. Alors entre la médiatisation à outrance qu'il y a eu par exemple pour Florence Oubna, ou même nous quand on était otage au Liban, il y avait la campagne qui avait été lancée par Joël Kaufmann, donc qui était très animée, très dense, etc. Les journalistes dans les conflits sont devenus des cibles privilégiées. On les tue, on les kidnappe. Le phénomène n'est pas nouveau, mais s'accélère. Un constat alarmant pour Reporters sans frontières. Que le journaliste maintenant dans une zone de guerre, il est considéré par les belligérants, donc par tous ceux qui s'affrontent, qui font la guerre, il est considéré comme partie prenante de ce conflit. Pendant la guerre en Irak, il y a eu plus de 200 journalistes tués, c'est plus que dans tout autre conflit, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de journalistes tués en 5 ou 6 ans de guerre en Irak qu'en 25 ans de guerre au Vietnam par exemple. Il y a eu plus de journalistes tués pendant la guerre en Irak que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose effectivement de très inquiétant. 2009 pour les journalistes a été l'année de tous les dangers. 33 ont été enlevés, 76 tués, soit 30% de plus qu'en 2008. Les reporters de guerre prennent des risques, trop pour certains, mais c'est peut-être le prix à payer pour la liberté d'informer. Général Christian Baptiste, Alain Genestar, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski à propos de l'enlèvement en Afghanistan de 2 journalistes de France 3 et de leurs 3 accompagnateurs afghans, et surtout de la polémique qui est née après les déclarations de l'Élysée, particulièrement de son secrétaire général, Monsieur Guéant, qui considérait que ces journalistes faisaient prendre des risques inconsidérés aux forces armées. Alors une polémique qui nous a conduit à nous poser cette question: les journalistes prennent-ils trop de risques pour nous informer? J'ai souhaité en parler avec vous, mon général Christian Baptiste, général de division. C'est 3 étoiles, ça? C'est ça, oui. Depuis le 1er janvier, c'est récent? Oui. Voilà. Alors vous êtes porte-parole adjoint du ministère de la Défense. À l'origine, vous êtes parachutiste, vous avez été instructeur en Afrique, au Zaïre et au Togo. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question un peu simple? Les journalistes prennent-ils trop de risques pour nous informer? Il n'y a pas actuellement de théâtre d'opération qui ne soit pas dangereux, et les journalistes sont devenus une cible en eux-mêmes. C'est-à-dire que de plus en plus nous voyons que les journalistes sont carrément la cible de tir, mais aussi l'enlèvement, ils sont des cibles privilégiées par l'émotion qu'ils peuvent provoquer et par la pression qu'ils peuvent mettre sur les gouvernements. D'accord. Alain Genestar, vous êtes journaliste, essayiste, romancier, ancien directeur de Paris Marche, ça peut avoir un lien avec le débat. Vous êtes directeur de Polka Magazine, qui est une entreprise très singulière, qui est en fait une exposition, un magazine et un site internet, si j'ai bien compris. Et au quotidien, vous travaillez avec des reporters qui sont sur les théâtres d'opération. Et votre dernier numéro, dans lequel vous revenez sur la situation des otages, c'est le numéro 8.
de Polka Magazine. Welcome Soweto. Et vous nous parlerez de cette entreprise singulière. Alors pour vous, est-ce que les journalistes prennent trop de risques pour nous informer ? Les journalistes prennent des risques. Alors après, est-ce qu'il faut ajouter trop ou pas ? Je voudrais juste dire qu'il est impossible de couvrir une guerre sans prendre des risques. Et la notion de trop de risques, un journaliste se doit d'informer. Il doit ramener des informations. Il doit tout voir quand il est photographe. À lui d'évaluer la part de risque. Mais zéro risque, ça veut dire qu'on va avoir une information qui va être totalement incomplète. Et vous savez, pour répondre à votre question, c'est par rapport aux journalistes et aux photographes. Un immense professionnel, comme dans tous les métiers, sait calculer ses risques. Il sait aller au bord du risque. Et voilà. Et parfois, eh bien, comme c'est une guerre, il y a un risque pour sa liberté ou pour sa vie. Mon général, je voudrais vous poser une question concernant le rapport de l'armée avec les journalistes, parce que je crois qu'on le voit souvent sous l'angle de l'antagonisme, de journalistes qui empêchent un peu l'armée de travailler, et l'armée qui considère les journalistes comme, j'allais dire, leur mettant un petit peu des bâtons dans les roues, ou du moins dispensant des moyens qui seraient utilisés mieux ailleurs. Alors quel est votre rapport au quotidien avec les journalistes ? Ce que nous voulons dire, nous, c'est que nous agissons maintenant, nos soldats, nous agissons loin de la France, avec les armes de la France, au nom de la France. Et s'il n'y avait pas des journalistes pour le dire, pour le raconter, même si trop souvent ils ont peu de place dans les rédactions quand cela se passe bien, ce ne serait pas bien pour nos soldats. Et vous êtes venu avec un document que je trouve très intéressant et même très étonnant. Alors de quoi s'agit-il ? C'est une sorte de vadémécum que l'armée a réalisé avec Reporters sans frontières, qui est un petit peu des conseils donnés. Oui. Mais on pourrait opposer comme ça, on pourrait croire que nous sommes dans l'opposition. Si vous voulez, c'est le guide pratique. Je vais le prendre. Voilà. Donc voilà, c'est guide pratique du journaliste. Expliquez mon général, je vais essayer de retrouver des illustrations. Il y a différents chapitres dans lesquels il y a tous les conseils, en particulier pour les jeunes reporters, si vous voulez. Si vous allez dans le chapitre 6, il y a toutes les consignes de sécurité lorsqu'un journaliste est appelé à se mouvoir en zone de combat. Oui, donc c'est une véritable collaboration. C'est étonnant. Alors là, on voit, par exemple, phase 1, largage de la bombe, 2, dispersion des sous-munitions, déploiement d'un parachute pour freiner. Enfin, c'est très, très technique. C'est très technique. Et c'est en prolongation d'une autre initiative que nous avons prise avec l'Association des journalistes de défense, qui est de former sur le terrain, dans un centre d'entraînement commando, des journalistes, qui sont des jeunes journalistes en règle générale, sur comment se comporter en zone de combat. Mais là, est-ce que ça ne donne pas le sentiment de journalistes, comme on disait, embarqués, embedded, c'est-à-dire qui sont... On peut en parler, vous savez, nous ne sommes pas opposés. Quand il y a une guerre, j'expliquais tout à l'heure, c'est très dangereux. La première consigne que l'on donne à un reporter, d'ailleurs je vous reprends, il n'y a jamais de jeunes reporters inexpérimentés qui partent sur un conflit. Il faut d'abord faire ses armes, entre guillemets. Ce sont des journalistes expérimentés qui sont... Voilà, mais la première consigne qu'on leur donne, mais c'est très sérieux, c'est de rentrer vivant. Donc on n'est pas du tout opposé, on travaille avec les militaires, on collabore avec les militaires. Vous utilisez l'expression, qui est une expression anglaise, qui est embedded. Embedded, ça veut dire dans le même lit, mais ça veut dire surtout on est embarqué dans la même unité. Le célébrissime journaliste photographe qui était Robert Capa, il était embedded le 6 juin 1944 quand il a débarqué en Normandie. Donc ça, c'est une vision que le journalisme peut apporter, c'est-à-dire qu'il est avec vos soldats, avec nos soldats. Et ce qu'il rapporte de cette guerre, c'est la vision que peut en avoir l'armée. Mais parfois, pour avoir vraiment une vision de la guerre complètement. Si on reste avec l'armée française, si on reste avec l'armée américaine, si on reste avec l'armée anglaise, on n'est que d'un côté. Il faut aller de l'autre côté. C'est le cas de ces journalistes qui d'abord ont été 3 semaines avec l'armée, et après sont partis seuls. Sauf que c'est une guerre sans front. C'était plus facile, toujours entre guillemets, du temps du Vietnam, quand il y avait d'un côté Viet Cong, de l'autre côté Vietnam du Sud. Voilà. Donc il suffisait on avait des accréditations pour aller du côté de l'ennemi, si tant est qu'on a un ennemi quand on est journaliste. Enfin, on a une nationalité, donc c'est parfois compliqué. Là, dans un conflit comme le conflit afghan ou le conflit irakien, c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a des risques à prendre, mais si le journaliste ne prend pas ces risques, s'il reste tranquillement embedded, et encore une fois, c'est très important,
important de travailler avec l'armée. Mais on ne va pas tout savoir, on ne va pas savoir ce qui se passe. Donc voilà, le rôle des journalistes français, américains, anglais, de toutes les nationalités du monde aujourd'hui, pour couvrir l'Afghanistan, c'est d'aller du côté des talibans. C'est d'aller voir ce qui se passe. En général, je vais vous poser une question par rapport à ces journalistes qui sont restés d'abord avec l'armée et qui après sont partis. Est-ce qu'ils doivent demander, l'autorisation entre guillemets à l'armée? Est-ce qu'ils doivent demander une forme de protection, une forme de conseil, d'information? Je rappelle que sur le théâtre afghan, le théâtre d'opération afghan, il y a un gouvernement légal afghan, si vous voulez. Donc les autorisations, s'ils doivent les demander, et je dirais, ça serait à l'autorité légale afghane. Voilà. Mais quand ils s'habillent, après, ils ont été obligés de s'habiller avec les costumes locaux, tout ça, ils prennent des risques. C'est une responsabilité qu'ils doivent prendre avec leur rédaction, et puis ils sentent. Hein. C'est difficile. Alain Ginestrat le disait, c'était sûrement plus facile quand il y avait des lignes de front marquées et on savait si on retourne une chose. Maintenant, il y a plein d'acteurs. Hein, on tue du journaliste pour frapper les opinions. Il y a un marché des otages, on peut le dire. Il y a un marché des otages, oui. Et quand vous vous déplacez, selon votre nationalité, c'est-à-dire si votre pays est en guerre ou pas, selon même votre notoriété, vous avez un prix différent. Je voudrais juste, excusez-moi, poser une question. Quand le général Georges Lain parle de 10 millions d'euros, est-ce que indirectement, il ne dit pas le prix d'un otage? Est-ce que ce n'est pas une erreur considérable? Alors, si vous voulez, je voudrais juste remettre dans le contexte. Il fait cette interview chez Jean-Pierre Elkabbach. Oui. Il est relancé par Henri Vernet, qui lui demande est-ce que tout est fait? Oui. Il dit oui, tout est fait. Et d'ailleurs, ça coûtait ça à l'instant où c'est fait. Bon, voilà. Ouais, mais c'est important quand même. Oui. Parce que tout est fait, c'est bien, mais donner le prix, c'est effectivement. Écoutez, c'est grave, non? C'est très grave parce que c'est donné d'abord. Pour parler de cette histoire, il faut dire que ces deux journalistes, dont c'est une stratégie, je pense qu'elle est bonne, on a choisi de garder le silence sur leur nom. Ce sont d'excellents journalistes, d'autres journalistes confirmés, qui travaillent pour une émission extrêmement sérieuse, qui s'appelle Pièce à conviction. Ce n'est pas des petits rigolos qui n'ont jamais connu une guerre et qu'on a envoyés là-bas. Donc ça, c'est très important. Que le général, qui est chef d'état-major de l'armée, dise tout est fait pour les libérer. C'est vrai, on le sait, notre pays, notre gouvernement travaille en ce moment pour la libération de ces otages. Mais d'y ajouter le prix, ça c'est de trop dans la phrase. Parce que c'est donner une information à ceux qui aux preneurs d'otages, c'est-à-dire qu'ils savent déjà que voilà, on a déjà dépensé 10 millions d'euros. Mais ils peuvent monter les prix. Ça paraît aberrant. Enfin, pardon, en général, sans vouloir mettre en difficulté. Quand on fait une déclaration comme ça et qu'on est général, est-ce qu'on est repris par sa hiérarchie, tout simplement? Je voudrais simplement dire que, et Alain Ginestrat l'a sûrement remarqué, que le lendemain ou sur le lendemain, en tant que porte-parole adjoint de la Défense, j'ai précisé que le ministère de la Défense ne se refusait à rentrer dans une logique de communication sur les coûts. Voilà. Alors on peut revenir à travers ce que vous avez dit sur le silence qui a été demandé. Est-ce qu'il y a une rupture dans l'attitude des pouvoirs publics à l'égard de la façon dont on doit traiter les otages dans les médias et peut-être même dans lequel on doit les traiter dans l'opinion publique? À votre avis, Alain Ginestrat? Cette consigne de silence, vous êtes d'accord, mais c'est pas par rapport à la décision de taire le nom des journalistes. Ça, c'est une décision qui se respecte. Pourquoi pas? Peut-être. C'est approprié. Si c'est pour l'efficacité, c'est une politique en rupture avec ce qui s'est fait. Par exemple, rappelons-nous, chaque journal télévisé s'ouvrait avec le nombre de jours. Le nombre de jours. Il y a peut-être une explication qui est très simple, c'est que le nom n'a pas été donné tout de suite et que donc peut-être que les négociateurs ont pris cette décision qui, encore une fois, n'est pas forcément une mauvaise décision. L'armée est partie prenante dans cette décision? Écoutez, l'armée est partie prenante dans le sens que cela se passe dans une zone où nous sommes très présents et où, bien sûr, on nous a demandé de nous mobiliser très fortement sur cette affaire. C'est sur une route très importante. Sur les négociations, tout ça, ce sont des affaires de spécialistes. Et vous savez qu'un certain nombre de spécialistes sont arrivés. Et puis, il y a également, n'oublions pas aussi qu'il y a le gouvernement afghan qui est sur son territoire et qui ne peut pas être étranger à tout ça. Ce sont des choses très difficiles, si vous voulez. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça. Oui, non, on peut juste sur les principes savoir ce qu'il en est. En revanche, il y a rupture sur la façon dont sont jugés les journalistes. Il y a des mots, et on sait que ces mots viennent de l'Élysée. Enfin, quand on est secrétaire général de l'Élysée, en général, on parle comme le patron. Et quand Claude Guéant laisse entendre que ce sont des imprudents et que ces imprudents sont coupables, et que lui est le premier à donner le prix, à l'époque, c'était au début de l'année, donc on était à 1 million d'euros.
2 mois après, on est passé à 10 millions. Donc ça montre que là, il y a une volonté de s'immiscer dans la liberté d'action des journalistes. Les journalistes, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de rien d'autre. On ne demande aucun passe-droit. Ce sont des citoyens comme les autres. Mais quand il arrive une épreuve aussi forte que celle-ci, on attend du gouvernement un soutien et non pas un jugement. Mon général, il n'y a pas très très longtemps, je crois me souvenir que notre président est allé au Mali pour aller chercher un otage qui lui était du ONG. Et donc on a l'impression qu'en quelques mois... Qui est resté 90 jours. Hein. C'est pour ça que depuis le 30 décembre, les deux journalistes c'est juste sur cette rupture. Est-ce qu'elle vous apparaît ou pas Notre président de la République, il aime bien sauver les gens. Il aime bien le rôle du sauveur. Et donc il a eu l'occasion de le faire, c'était pour le bien des personnes sauvées, donc on ne va certainement pas critiquer. Mais c'était un autre cas de figure. Là on est dans une situation beaucoup plus complexe et qui, je crois, mérite beaucoup de retenue, pour ne pas dire de pudeur. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas utilisé ce soir le ton de la polémique. Beaucoup de responsabilité dans la gestion de cette affaire. Nous savons, dans nos milieux journalistiques, que tout est fait pour libérer ces otages. Ce serait bien que les mots qui accompagnent cette action discrète soient comme l'action, c'est-à-dire discret et respectueux. Donc vous espérez un changement d'attitude et que cette rupture soit seulement conjoncturelle et qu'on en revienne à plus de soutien, en tout cas, aux otages français. Mon général, est-ce que c'est votre position ? Le rôle du ministère de la Défense, c'est de se mobiliser. Le ministère de la Défense s'est mobilisé. Comme nous l'avons dit, nous ne rentrons dans aucune logique de communication sur les coups. C'était une phrase qui a été faite pour appuyer un argument. Elle a provoqué de l'émotion. Nous en avons tenu compte et nous avons perçu cette émotion. Alain Génestard, et puis... Je pense que s'il y avait eu simplement le chef d'état-major de l'armée qui avait cité ce chiffre, ça n'aurait pas fait beaucoup de bruit. C'était les mots précédents du secrétaire général de l'Élysée qui ont mis tout ça en perspective. Encore une fois, c'est pas l'heure de la polémique. On souhaite qu'ils seront libérés le plus rapidement possible. Je crois que c'est le souhait sur lequel on peut rester en matière de conclusion, souhaiter la libération la plus rapide de ces deux otages en Afghanistan. Alors je vous rappelle, on a parlé avec Alain Génestard de Polka Magazine, ce numéro 8 dans lequel il y a un éditorial que je vous conseille de lire. Écoutez, en tout cas, mon général, Alain Génestard, je vous remercie pour ce débat.